les intervenants, les prédécesseurs et ceux qui nous ont invités à cette grande rencontre à l'occasion de laquelle nous essayons de construire, ou plutôt de poursuivre, l'œuvre de construction de la paix qui est, vous le savez, l'une des grandes préoccupations de notre monde d'aujourd'hui et plus particulièrement de la civilisation et de la culture musulmane à laquelle nous appartenons. Construire le monde d'aujourd'hui, c'est créer les conditions d'une paix qui dure vraiment. Et nous savons que parmi les grands problèmes qui se posent pour la construction de cette paix, eh bien, il y a, comment vous dire, les préoccupations de l'autre, la préoccupation de la présence de l'autre chez soi. Et c'est devenu une préoccupation alors que c'était, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, un élément naturel. En tout cas pour ceux qui appartiennent à la culture et à la civilisation musulmane. Mais je suis convaincu que c'est également le cas pour les autres cultures et les autres civilisations. La présence de l'autre est une bénédiction. Je rappelle ce que tout le monde connaît, ce verset où il est dit, le verset du Coran, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. » Pour que vous vous entreconnaissiez. C'est-à-dire donc pour que vous puissiez vivre les uns avec les autres, que vous puissiez vous apprécier les uns les autres, parce que c'est là que, c'est dans cette diversité que l'espèce humaine a toujours vécu, et c'est dans cette diversité que l'espèce humaine a toujours pu s'élever. Donc l'immigration, au long de l'histoire, n'a jamais été vraiment présentée comme le phénomène négatif absolu qu'on tend désormais à lui présenter. Et aujourd'hui, si on en est arrivé là, évidemment, il y a 1001 facteurs, et rassurez-vous, je ne vais pas disséquer cet aspect, mais il est évident qu'aujourd'hui, nous avons bien un problème de mal de vivre mondial. Nous avons des difficultés, les uns les autres, de savoir quelles sont les limites que nous nous fixons dans la vie commune obligatoire de monde partagé qui est le nôtre. Et tout le problème, précisément, c'est de définir ces règles du jeu, de savoir comment et dans quelles conditions ce monde qui est le nôtre à nous tous, comment nous allons le partager à travers ce que nous aurons convenu entre nous pour qu'il soit pour tous et non pas seulement pour certains, en défi des autres. Et c'est cette dimension-là qui m'amène à vous interroger, ou à m'interroger en tout cas pour ma part, sur les regards que nous portons les uns et les autres sur ce phénomène d'immigration aujourd'hui, devenu un problème. C'est-à-dire de vous demander comment en est-on arrivé à nous poser le problème de l'immigration, c'est-à-dire le problème des uns et des autres, avec les uns et les autres, en termes de problème. Comment en est-on arrivé là? Nous savons de sciences exactes, nous savons des certitudes absolues, que les nations ont toujours vécu se côtoyant les uns et les autres, se faisant les guerres, se faisant la paix, partageant beaucoup, commerçant toujours, et c'est également le cas aujourd'hui. Mais le fait est que ça atteint un seuil d'acuité, un seuil comment vous dire, de toxicité telle que pratiquement on se demande si le monde ne va pas faire une guerre mondiale due à l'immigration. Pourquoi cela? Parce qu'il y a un certain regard qui tend à s'imposer et qui va à l'encontre des règles communes. Quel est ce certain regard? C'est que aujourd'hui, dans le monde, nous savons qu'il y a des puissances dominantes qui imposent leur vue au reste de la planète et qui font que le monde de la planète doit s'adapter à leur vision. Et c'est cette adaptation forcée du reste du monde à la vision de quelques-uns qui pose le problème. Et pourquoi je voudrais souligner cela? Mais parce que la présence des uns et des autres, eh bien, a cessé d'être naturelle du jour où certains ont imposé la présence ou leur présence chez les autres et ont imposé que les autres soient chez eux. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond de l'origine réelle de nos problèmes. C'est parce qu'il y a eu, non pas un sens d'ouverture, comme cela a toujours été le cas, mais il y a eu des volontés unilatérales d'imposer au monde un modèle, un schéma de comportement. Et à partir de ce moment, l'immigration est rentrée, la vision de rapport entre les peuples et les nations est entrée dans ce modèle, dans ce schéma forcé. Et regardez en termes de droit, pour ne pas étendre le sujet, mais juste en termes de droit. Nous savons que les rapports entre les peuples aujourd'hui sont définis par rapport à ce qu'on appelle les droits fondamentaux et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit fondamental, c'est quoi?
parmi les premiers des droits, c'est le droit de vivre, d'exister, d'être avec les autres, d'être reconnu comme un frère par les autres. C'est ça le fondement même des droits fondamentaux. Regardez ce qui se passe lorsque les migrants sur des bateaux essaient d'accéder à des côtes, là-bas de l'autre côté de l'Europe, et que les bateaux traînent des mois et des mois autour de la plage sans savoir où est-ce qu'on va les accueillir. Est-ce que ce n'est pas là une violence faite aux droits fondamentaux? On a vu le débat que ça a provoqué, notamment à l'Europe, dans le cadre du droit européen lui-même, qui est très précis, qui est très clair, et qui s'insère dans le cadre du droit international général. Mais voyez comment les États, pratiquement, je dis pratiquement, comment ils gèrent cette question-là. Ils la gèrent en termes de masse, de cheptel, de masse d'individus qui sont là, qui gênent, et qu'il faut les rapatrier où qu'ils soient, mais qu'ils aillent ailleurs. On va créer maintenant des règles nouvelles de renvoi, qui supposent en vérité que ceux qui ne sont plus des êtres humains, comme on renvoie des microbes ailleurs. Voilà le fond du problème. Voilà le fond du débat. Voilà ce qui fait que ce débat-là est un débat qui nous interpelle tous. Voilà ce qui n'est pas acceptable. Voilà ce qui fait que notre civilisation universelle est en train de tourner au cul. Nous sommes en train de disparaître comme culture, comme civilisation universelle, pour laisser place à quoi? À des îlots. Les nations deviennent des îles, les unes par rapport aux autres. Et quel est le message universel que les grandes religions, en particulier la nôtre, a porté sur ça, en disant que nous sommes tous des frères, que nous sommes tous solidaires, les uns les autres? C'est-à-dire qu'on ne s'interroge même plus des raisons pour lesquelles quelqu'un fuit. Il fuit pour aller chercher autre chose. Il fuit pour ne pas mourir. Et le droit de ne pas mourir est le premier des droits, et nous le savons. Le droit de manger, de boire, de vivre, d'avoir ses enfants qui vont à l'école, de ne pas être écrasé par le poids de la misère. Mais ça, c'est un droit universel et élémentaire qui est reconnu dans tous les textes internationaux. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi, en tant que juriste? Si ce n'est que c'est une évidence. Et pourtant, c'est cette banalité-là qui est devenue aujourd'hui le premier des problèmes qui nous préoccupent et le premier des problèmes de la culture et de la civilisation universelle. Voilà pourquoi le regard que nous devons porter sur cela ne doit pas être un regard lénifiant. On doit cesser de parler de généralité. On doit cesser de faire semblant. Et on doit toucher du doigt les problèmes qui se posent dans cette culture et dans cette civilisation. Parce que ce qui est en cause, c'est l'existence de notre humanité. Ce qui est en cause, c'est notre fraternité en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'être humain, purement et simplement. Voilà ce qui est en cause. Et voilà ce qui n'est plus reconnu. Et si on ne le pose pas, c'est l'avenir de l'humanité qui est en cause. Et nous le savons. Les règles que nous nous efforçons de créer, les règles de droit à l'intérieur de chacune de nos nations, les règles régionales à chacune des régions de notre monde, les règles internationales universelles dans l'ensemble de notre planète, dans le cadre des Nations Unies, ces règles sont bafouées tous les jours, quotidiennement. Et regardez comment les êtres vivent, regardez comment l'humanité aujourd'hui se débride dans tous les sens. Et qui peut remplir ce vide? Mais si ce n'est les êtres humains. Regardez l'éducation que nous donnons à nos jeunes, puisque le terme concerne la jeunesse. Mais nous éduquons nos jeunes pour qu'ils vivent ailleurs que là où ils vivent. Et nous le savons. Nous éduquons nos jeunes pour qu'ils aillent en Europe. Parce que ce qu'on leur apprend, c'est que les valeurs du monde, que l'humanité est là-bas. Ils l'apprennent à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans. Nos cultures, nos valeurs, ce qui font que nous devions être fiers tous de ce que nous sommes dans nos différentes régions où nous vivons, pour que nous puissions nous découvrir les uns les autres dans l'amour et dans la fraternité, mais cela nous le bafouons tous les jours dans notre éducation des enfants. Et nous faisons en sorte que ces enfants n'ont qu'un seul rêve, c'est de quitter les pays où ils vivent, de quitter les régions où ils vivent. Regardez les campagnes de tous les pays où nous vivons, regardez comment ils vivent là-bas dans les campagnes. C'est ça qui donne la chance aux terroristes et autres mesures qui font chasser les gens. La première des terreurs, c'est la famine. La première des terreurs, c'est de ne pas avoir l'éducation. La première des terreurs, c'est de ne pas manger. La première des terreurs, c'est de ne pas vivre, de ne pas boire. C'est ça la terreur, la vraie terreur. Celle que reprennent les autres pour pouvoir égorger. Mais qui s'en préoccupe? Ce sont les déclarations, les grandes déclarations. Ce sont les grandes déclarations qui se préoccupent des conditions d'existence de cet enfant de 9 ans qui a vu sa maman aller faire 10 km pour lui rapporter à boire. Ce n'est pas les grandes déclarations qui font ça. Alors cet enfant, de quoi voulez-vous qu'il rêve? Il rêve d'aller ailleurs pour envoyer de l'argent à sa mère, d'avoir des robinets qui coulent.
et où il pourra boire à satiété quand il a soif. Voilà la vérité. Voilà la vérité, sans laquelle toute autre déclaration n'est que prosaïque, n'est que de la littérature. Permettez-moi d'arrêter ici. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Il est très difficile de vous arrêter.